La thérapie, l'accompagnement, vraiment. Moi, c'est grâce à la psychologue que j'ai pu mettre tout ça en place et qui m'a vraiment accompagnée pour la reprise parce que j'avais abandonné l'idée d'aller voir des médecins pour comprendre ce que j'avais parce que à force de m'entendre dire c'est dans votre tête ou bah, vous avez rien, vous prenez la place d'un patient qui est vraiment malade. Voilà, je voulais plus voir personne et quand j'ai vu l'impact que ça avait sur ma famille, sur mon fils en particulier, je me suis dit non, il faut que je trouve des réponses et son accompagnement à elle, qui me suivait déjà depuis quelques mois, a été vraiment très soutenant pour m'encourager et me dire mais tu es légitime, tes symptômes sont handicapants dans ta vie et c'est tout à fait légitime d'aller chercher des réponses et si ce médecin est pas ouvert, et ben c'est tant pis, c'est pas contre toi. Enfin vraiment l'accompagnement sur la légitimité et la réalité de l'impact sur le quotidien et des symptômes, l'acceptation du handicap. Vraiment, elle a été d'un très très grand soutien pour tout. En plus, elle est spécialisée dans les TSA, dans l'atypie au féminin, et alors que je n'avais pas mon diagnostic de TSA quand je l'ai consulté, et donc elle l'a vu. Est-ce que tu as des soucis, parce que ça c'est fréquent, alors pour les personnes TSA sans HPI, mais on en avait parlé avec Lily Rose qui a 13 ans aussi sur une interview, qui peut se challenger. C'est-à-dire qu'une personne TSA, pour des raisons cognitives, ne mélange pas dans son assiette les couleurs, les textures et les ingrédients, sinon ça rend fou et c'est pas négociable. Alors Tu moi, as je les mélange sans aucun problème quand je vais bien. Et quand j'ai une période de stress intense, je ne peux manger une assiette que d'une seule couleur. Ah, c'est parfait. Pas pédagogiquement, pardon. Pédagogiquement, c'est parfait parce que là, on rentre dans des complexités de complexité pour expliquer des professionnels, des psys, des médecins qui connaissent pas le sujet, que en fait, il y a des temporalités et des cycles. Et faut voir une personne sur son continuum. Lily Rose, elle disait, par challenge, ben, je vais mélanger des couleurs, mais pas de challenge, c'est-à-dire quand j'ai toutes mes ressources et que je vais pas avoir d'emmerdement. Sinon, c'est pas négociable. Mm. Et en fait, le critère que tu donnes, et faut vraiment avoir un continuum ou un journal de bord. Quand tu n'as plus de ressources, ben moi j'ai eu ça tout à l'heure pour me préparer, parce que là je suis dans ma maison de la montagne. Alors, le tableau derrière, je ne sais pas si je vous le montrerai, c'est l'ancienne propriétaire de la maison que j'ai en montagne en Ariège. Si, je vais le faire après sinon. Attends, tu vois, elle est jolie, hein? Mm. Euh, et, moi, si je perds toutes mes ressources, je peux plus rien prendre dans les mains. Faut plus me parler. Faut surtout pas me toucher parce que je crois que je pourrais frapper quelqu'un. Donc c'est intéressant pédagogiquement. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus accès aux ressources? Et quand on est en mode fébrile, en général, surtout pas toucher. Très souvent, surtout pas parler. Régime, enfin manger en mode minimaliste. T'as d'autres choses comme dans ton expérience à toi de ce qui se passe Alors moi, quand ce t'as qui me plus fait qu'une du marque bien, sur la patte. c'est l'ouverture de la force du destin C'est quoi ce truc-là? de Verdi. C'est un opéra. Et je sais pas, la variation de rythme de cette musique me calme instantanément. Je sais pas pourquoi. Je l'ai en boucle. Je la mets en boucle, je l'ai toujours sur mon téléphone et elle Il y a, m'apaise énormément. Je suis incapable de dire pourquoi. comment ça s'appelle? C'est je sais pas si tu connais ce texte de musique, je crois que c'est Péchabel, mais c'est pas le vrai nom. En Pachelbel? fait, Le canon de Pachelbel? oui, merci. Qui a une fréquence particulière pour apaiser les gens stressés. Voilà. D'accord. J'aime beaucoup cette musique. Je savais pas qu'elle avait une fréquence Ouais, particulière tu apaisante. verras, il y a des chaînes YouTube, il y a des posts sur ce canon-là et sa particularité de fréquence vibratoire. Et t'as d'autres choses qui te calment? La galaxie, on a un projecteur de galaxie.
Un projecteur de En fait, galerie. un petit projecteur, je l'ai acheté pour mon fils. En fait, ça nous hypnotise tous les deux. Et c'est typique des salles Sneuzelen, je sais pas si tu connais, les salles sensorielles en fait, qui Ah sont oui. d'ailleurs souvent recommandées pour les enfants autistes. Et ça permet d'être vraiment dans un cocon et de stimuler de façon douce tous les différents sens. Et ça calme beaucoup. Et donc nous, c'est un petit astronaute qui projette la galaxie avec la nébuleuse des étoiles sur le plafond. Et en fait, on se met dans le noir, on met ça et c'est hyper apaisant. Tu trouves ça où? Et alors, je l'ai trouvé en seconde main, mais on trouve ça n'importe où sur Internet. Tu tapes projecteur galaxie et tu vas trouver ça. Projecteur galactique. Ouais. Aurélie, J'ai, j'ai un article sur le blog sur l'expérience Nozlen, justement pour les salles sensorielles, avec la recommandation, plein de recommandations de matériel que nous on utilise, comme les couvertures lestées aussi, et comment le faire chez soi avec petit budget ah, et très petit bien. Sur espace. littérature, hein, on est Oui, d'accord. tout est sur Euh, Littérature. Aurélie, elle avait trouvé, je crois que c'est sur Amazon, un gros ballon. C'est une espèce de gros nuage. Donc c'est dans les 90 euros. Mais en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est la garniture, parce que le gros Oui, nuage, dire avec des flocons. Et en fait, quand elle est en mode autistique, parce qu'elle me le dit, on en échange. Moi, je l'avais détecté, elle n'était pas au courant, puis après, elle est allée voir une psy. Et en fait, elle se met dans son nuage et c'est tout juste si le nuage la recouvre pas totalement. Et des fois, elle m'appelle, enfin, on travaille ensemble, elle m'appelle et elle est dans son nuage. Elle me dit, je ah suis j'aime dans. bien, j'irai voir. Regarde ça, si tu trouves Mm. pas, tu me diras. Et Lily Rose, je crois qu'elle avait quelque chose un peu comme ça après l'entretien qui qu'on a réussi à tenir 2 heures, ce qui va être à peu près la même chose avec toi. Après, elle est partie dans sa chambre et sa maman, qui a poursuivi sur l'entretien, elle disait, ben voilà, elle est partie pour 1 heure ou 2, je sais pas, le temps qu'il faut et elle reviendra après. Elle est partie se mettre dans sa bulle et en fait, c'est un truc enveloppant de Mm. la même manière, je pense, que la couverture lestée qui requiert d'avoir des contacts pour pas se diluer. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé, tu as découvert d'autres, parce que pédagogiquement, évidemment, c'est intéressant, quand venant de la manière dont tu avais reconstitué ton histoire avec la douance, tu isoles les traits autistiques. Donc là, on l'a vu avec la nourriture, en fait, qui Oui. apparaît dès que tu n'as plus qu'une barre sur la batterie avant qu'il y ait tout qui pète. T'as Mais quoi ça, tu d'autre? vois, ça me l'a toujours fait, mais je l'avais jamais, j'avais jamais identifié ça bizarre. En fait, C'est pas bizarre. c'était plus, en fait, c'est, après, je pense que de toute façon, quand tu as une personnalité un peu créative ou, tu vois, on se dit, oui, bon, bah, c'est encore une de ces petites lubies. Et personne se dit que ça peut être un marqueur d'autre chose, en fait. C'est juste voilà, une petite étrangeté. Si tu connais le sujet, pour moi, évidemment que c'est un marqueur. Et oui, quand tu connais le sujet. Et sinon, c'est vrai, quand tu... et on ne l'avait Ah oui. jamais. Après, je pense qu'aussi, c'est pas quelque chose que j'allais faire en public ou tu vois, je pense que toi-même, tu sais qu'il y a des choses qui passent ou qui passent pas. Et la peur du rejet, quand même, fait que tu masques beaucoup de choses, de petites bizarreries que tu fais chez toi. Et alors, si ton conjoint ou ta conjointe n'est pas un expert de l'autisme et ne sait pas que c'est un marqueur, ça passe totalement inaperçu. Quand tu dis que ah, il y a un autre truc qui me vient. Mais je vais essayer de pas toutes les envoyer en même temps. Quand tu dis qu'il y a qu'une seule couleur, c'est toujours la même couleur ou ça Oui, change? c'est toujours la même couleur. C'est-à-dire que moi, betterave, radis, alors, tout ce qui est rose-violet, du chou rouge, voilà. J'ai- Après, c'est pratique parce que du coup, j'ai plein de combines pour faire du riz avec du chou rouge et donc il prend la couleur. En bref, j'ai plein de Non, mais recettes si vous voulez des non, idées mais d'assiettes rose-violette. c'est ça qui est intéressant. Alors c'est bizarre parce que, enfin, ce qui est bizarre, je l'ai beaucoup entendu pour le blanc, tu vois, dans le monde de Oui, l'autisme, couleur blanc. Alors soit tu as des gens qui veulent qu'une couleur,
où tu as des gens qui veulent pas telle couleur. Ils veulent pas de Oui, blanc, pas de jaune, ou alors que du jaune, ou alors du rouge, ou alors pas de rouge. d'accord. Ouais, moi, c'est toujours la même, c'est toujours du rose. Si t'as pas de rose, il se passe quoi à l'intérieur? Admettons, tu es en période où il faut du rose, et en gros, pour prendre beaucoup soin de toi et te coûter le moins d'énergie possible, on t'amène une assiette blanche, il se passe quoi? Tu sais ce que ça fait ou pas? Alors non, parce que je suis tout le temps chez moi et quand ça m'arrive, si j'ai pas ce qu'il faut, je mange pas. D'accord. Quand t'es- Alors, quand tu dis que tu es chez toi, ça veut dire que tu peux anticiper ou pas? Non, c'est que je vis globalement chez moi. Je suis pas beaucoup de sorties. Tu vois, je te pose cette question parce que, bon, l'autre truc s'est barré. Une fois, il y a quelqu'un qui me dit, Fabrice, c'est de l'autisme, quand tout d'un coup, j'ai 20 minutes pour rentrer chez moi et il faut surtout pas m'arrêter. Et en urgence, je fais chez moi et je fais plus rien. Je me suis dit, oui, c'est ça. Oui. Tu Maintenant, vois, non. j'arrive à repérer. En fait, avant, pas du tout, mais parce que vraiment, j'étais incapable de sentir les choses venir, quelle émotion est-ce que c'était, le trop-plein, la surcharge sensorielle ou émotionnelle, j'avais du mal à sentir ça venir. Maintenant, j'y arrive très bien. Et j'arrive aussi à baisser avant d'atteindre la surcharge. Donc, Alors, c'est ça, beaucoup c'est un moins point fréquent. important pour les gens qui nous écoutent. Comment tu as fait pour faire ça pour ceux et celles qui sont encore dans ton étape d'avant? Eh bien, c'est le pacing qui est une technique de gestion d'énergie qui est recommandée pour l'EM, la pathologie, la première pathologie principale que j'ai, qui est en fait s'arrêter avant d'être fatigué. Pour ne plus, en fait, dans cette pathologie-là, la moindre tâche peut être un effort en fonction des gens, évidemment, et des stades de la maladie. Par exemple, me brosser les dents peut me demander de rester allongé ensuite pendant 20 minutes. Une conversation, là, de 2 heures, je sais que j'aurai un malaise post-effort après. Je le fais en connaissance de cause parce que la conversation m'apporte aussi beaucoup. Mais une tâche peut déclencher un malaise post-effort et en fait, pour améliorer son état, parce qu'on peut se rétablir, l'idée c'est d'espacer les malaises post-effort pour ensuite pouvoir réintroduire petit à petit de l'activité parce que c'est une maladie d'intolérance à l'effort. Il y a un problème au niveau des mitochondries, donc la production d'énergie. Et pour espacer puis faire disparaître les malaises post-effort, ce qu'on recommande, c'est le pacing, donc c'est de s'arrêter avant même la sensation de fatigue parce que si on s'arrête quand on est fatigué, c'est déjà trop tard en fait. Donc il faut rester entre le seuil d'effort minimal et le seuil d'effort maximal. Et donc ça, c'est le pacing. Et en fait, c'est en essayant de faire ça que j'ai réussi à noter mes états, à comprendre ce que je ressentais et à m'arrêter avant. Et en fait, c'est ce qui me sert pour le TSA aussi. Comment tu écris ça, pacing? Pacing. Et là, pour le coup, je réfléchis, c'est pas sur rayure et rature. J'ai un bug. C'est sur, non, pardon, c'est sur Chloé Invisible, qui s'appelait avant Chronique Invisible et ça me perd toujours un peu. C'est sur Chloé Invisible, donc sur Instagram, et on peut les retrouver en version imprimable sur Tipeee. Et là, j'ai fait plein de bandes dessinées sur le pacing, alors ce que c'est, la mise en place, différentes stratégies. Vraiment, c'est très pédagogique. Et je vais faire une page aussi pour donner plein de ressources de sites internet qui proposent beaucoup d'informations sur le pacing. Et je suis vraiment convaincue que ça peut servir en dehors de la maladie chronique et vraiment pour le TSA en particulier. Le truc qui était parti est revenu. J'ai souvent, mais je l'ai pas avec toi, pour les personnes qui ont de l'autisme, et ça, c'est 30-40% des personnes qui sont sur ma chaîne, en plus d'avoir plein d'autres bazars, c'est difficile, c'est difficile d'interagir. Je l'ai pas avec toi parce que tu es vraiment en alerte. C'est-à-dire quelqu'un qui a de l'autisme, quand bien même avec du HPI, ne sait pas quand est-ce qu'on prend la communication. Là, je te donne des invariants aussi, hein, dans l'invariant brut, sans adaptation sociale. Ne sait pas quand est-ce qu'on prend la communication, et on est dans les décodages des implicites. Et quand la personne s'arrête, euh,
elle peut repartir tout autant, alors que moi, j'avais considéré que cet arrêt-là me permettait d'aller interagir. Ça s'est fait avec Bénédicte, ça s'est fait avec Éric Derus sur Interview, qui est un philosophe qui partage son autisme avec beaucoup de subtilité, de délicatesse, de force. Enfin, il est à la fois philosophe et poète. Et j'ai souvent ça avec des personnes, c'est qu'elles sont dans leur monde. Alors pour décoller, ça se passe bien. Et en fait, elles atterrissent. Moi, je pense que c'est un atterrissage. Et en fait, elles continuent la discussion. Et je suis très perdu. J'ai pas ça avec toi. Est-ce que c'est un sujet que tu as travaillé? Euh, je l'ai travaillé plus mais plus pour les conversations téléphoniques parce que j'ai du mal au téléphone, c'est vraiment difficile pour moi de savoir quand est-ce que je parle, je m'arrête, la personne parle, etc. Mais de visu, non, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, mais j'y arrive bien. Tu y arrives très bien parce que c'est rare. Ouais, Rare, j'ai mes biais d'échantillonnage, mais j'en ai vraiment beaucoup. C'est pour ça que je te fais des oui, signes avec Bénédicte ou avec Eric, des fois, même avec les signes. Enfin, Gaëtan, il est en cabine, on en échange des fois, parce qu'après, c'est lui qui gère le nettoyage, oui. Mais les signes, le... c'est vraiment très pratique pour le coup, pour pas se parler en même temps. Enfin, ça m'aide beaucoup. Donc si tu peux continuer à les faire. Oui, oui, je vais continuer à les faire. Je te donne une autre clé que je fais pas là, mais je te donne une clé que j'utilisais dans mes formations de coaching. Enfin, ça, c'est 30 ans de pratique de formation de séminaire ou de formation de professionnels ou de coach d'équipe. Donc, ça peut valoir pour toute personne en équipe, dans des interactions en multiculturel, parce que j'ai travaillé dans pas mal de pays étrangers. C'est, euh, je te dis après, je te donne l'utilisation. C'est quand on a fini de dire j'ai fini. Et en fait, ça permet de trancher, de clarifier la chose de part et d'autre, tu vois, de l'émetteur-récepteur. Mais je l'ai fait sur des séminaires internationaux, des séminaires multiculturels, où il peut y avoir aussi des problèmes de susceptibilité ou de sensibilité communicationnelle, et de dire, voilà, dans les règles du jeu, et ça pourrait tout à fait être une règle de vie collective, de vie en famille, de dire voilà, tu parles, et quand tu penses que tu as fini, tu dis j'ai fini, donc moi je vais pouvoir repartir de l'autre côté. Euh, tu peux tu peux mettre ça aussi comme une règle de communication avec quelqu'un en lui disant tu sais, je vois pas très bien quand est-ce que je peux reprendre la parole, donc ça m'arrange si tu me dis que quand tu as fini, tu me dis que tu as fini. Et Ok, dans ce cas, c'est super intéressant. On va essayer ça. Mais je pensais, du coup, je réfléchissais en parallèle. Euh, j'ai eu plusieurs exemples autour de moi de personnes, alors qui n'ont pas de diagnostic d'autisme, mais qui sont plus âgées et pas ouvertes à ça. Mais moi, j'ai une suspicion et qui justement savent pas s'arrêter et, et qui mettent d'autres personnes mal à l'aise. Et moi, j'ai pu être témoin de ça et depuis, j'ai une peur. J'allais dire incontrôlable, mais non, parce que je la contrôle quand même un peu. Mais j'ai quand même une grande peur d'embêter, de déranger, de trop parler. Donc je pense que ça joue dans peut-être une retenue qui m'empêche de continuer pendant des heures. ce que tu viens de dire, c'est aussi un marqueur. Tu vois, il y a vraiment, pour moi, il y a beaucoup de marqueurs. Marqueurs, c'est-à-dire non négociables versus HPI-douance, hein, Mm, de marqueurs spécifiques du TSA qui ne sont absolument pas dans le spectre de la douance. ouais. Les hypersensibilités, les hyperesthésies, on les a en commun. Il y a des choses qui sont dans le spectre de l'autisme et pas de la douance, dont exactement ce que tu viens de dire. Pas savoir comment on parle, pas savoir à quel moment on s'arrête, pas savoir à quel moment on reprend, surtout si tu as des interactions avec des gens mal élevés, enfin mal élevés qui sont pas vigilants sur Mm, ça. Tu as aussi un autre truc, toujours dans ce spectre communicationnel, de quelqu'un qui est autiste et qui dit ah super, je suis détendu. Ah super, je suis cool. Ah super, on va m'écouter. Et alors là, il saoule tout le monde parce qu'il s'arrête plus et il saoule, il fait chier tout le monde. Et en fait, comme il n'y a pas le décodage des yeux ou autre chose, il mm. comprend pas. Tu vois, moi j'avais fait un truc parce que j'ai eu ça un peu plus jeune.
dans mes nombreuses souffrances des interactions avec les autochtones qui ont colonisé la planète. Euh, je discutais où je me lâchais et je mesurais pas les effets. Et en fait, imagine, tu as une soirée, des discussions, même en famille, tu discutes, et en fait, tu es parti à partie, en fait, tu es parti à parler et tu es déconnecté de l'environnement et du contexte. Tu as quelqu'un qui vient pour te poser une question ou t'offrir à boire ou à manger. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une coupure de communication et la personne n'est plus là en face. Elle t'écoute plus, elle te pose plus de questions et elle est passée à autre chose. Mais moi, j'ai mouru plein de fois avec ça. Donc, j'ai fait des expériences et je me suis dit, dès qu'il y a une coupure de communication, je ne reparle plus et je vois ce qui se passe en face. Ben, ce qui se passe en face, c'est 99% de déception. Mm. C'était horrible. Horrible. Donc ça, c'est des parties, je pense que j'ai des traits autistiques et je suis pas autiste. Enfin, je sais pas me caractériser comme autiste, mais c'est des expériences horribles où dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à se taire, quoi. Donc je pense que j'ai saoulé du monde. Mais Je- s'il y a d'autres personnes autistes qui ont peur de saouler des gens, qu'elles n'hésitent pas à créer un blog, parce que ça permet de Ouais. parler de ce qu'on veut, autant qu'on veut, de faire des très longs articles et personne n'est obligé de les lire. Et ça, c'est un vrai sujet dans le spectre de l'autisme. T'as d'autres choses que t'as découvertes dans ton monde? Dans la découverte de ton autisme qui va te rendre experte sur l'autisme, parce que évidemment, si on sort l'aspirateur, on va télécharger des masses d'informations comme tu l'as fait sur tes maladies. Alors là, non, je suis au tout début de ma découverte des troubles du spectre autistique parce que c'était début juin. Donc ça fait un mois et demi à peine. Et comme en plus en parallèle, je suis sur en pleine découverte aussi des maladies. J'ai eu plein de diagnostics en même temps en fait. Donc là, je suis en train de me dépatouiller dans tout ça. Donc je suis vraiment au début de la découverte de l'autisme et je pense que j'aurai une meilleure vision d'ici quelques mois. Il y a une autre question que je t'avais posée tout à l'heure. Tu as parlé dans ta banque d'effondrement. Maintenant, tu es banquière en effondrement. Tu peux à court terme ou à long terme. Tu as parlé de trois types d'effondrement. Tu as quoi comme autre typologie d'effondrement que tu as trouvé? Alors, en fait, ce que j'ai appelé crise, du coup, ça pouvait être à la fois des crises avec des convulsions, des pertes de connaissance, pas de perte de connaissance, mais où de l'extérieur, on a l'impression que j'ai perdu connaissance parce que je ne réponds pas. Et en fait, j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui était lié à quelle pathologie. Et le fait de réussir à les classer en 8 différents types m'a permis de me dire d'aller voir le professionnel en question. Alors, il y en a qui restent pour l'instant sans explication. Mais donc il y avait les syncopes cardiaques, il y avait les malaises post-effort, il y avait des crises non épileptiques, donc les crises fonctionnelles dissociatives, des crises épileptiques. Mais là, pareil, c'est hyper compliqué d'avoir un diagnostic sûr. Les neurologues sont pas d'accord entre eux, est-ce que c'est 100% des crises non épileptiques ou est-ce qu'il y a quand même des crises épileptiques parce qu'il y en a qui arrivent la nuit. Ils sont pas d'accord là-dessus. Donc pour l'instant, c'est encore porte ouverte en exploration. Il y en a d'autres, ça va être ça peut se rapporter à l'épilepsie, mais on ne sait pas non plus encore si c'est des absences épileptiques ou des troubles neurologiques fonctionnels. Parce que c'est des sortes de crises d'absence où j'ai un mouvement du bras comme ça bizarre, je réponds plus, et puis hop, après je me reconnecte et je poursuis ma phrase en fait. Et ça m'arrive de façon très aléatoire. Ça peut m'arriver 3 fois de suite en une semaine, ensuite plus du tout pendant 3 mois. C'est particulier. Et donc voilà les principaux types de crises. Et puis les shutdowns, du coup, que je prenais avant pour des malaises vagos, mais en fait avec une perte de connaissance apparente, dans le sens où vraiment je m'écroule, je peux plus bouger, je peux plus parler, j'ai les yeux fermés, mais en fait j'entends. Et ça peut durer très longtemps, alors que en malaise classique, ça dure pas longtemps. Et là, je me souviens, j'en ai fait au collège. Je me souviens avoir passé
peut-être une demi-heure, j'ai plus tellement la notion du temps, mais c'était vraiment long, peut-être une demi-heure allongée dans la salle des profs. Euh, En fait, les yeux fermés, on me disait, elle est pas consciente. Et moi, à l'intérieur, je me disais, mais si! Mais c'est comme si j'avais plus aucun tonus musculaire, aucune énergie. C'est-à-dire que je pouvais pas bouger, je pouvais pas parler, je pouvais pas leur dire, mais si! Je vous entends, je suis là. La première fois, la toute première fois que ça m'est arrivé, je me suis même demandé, en tout cas la première fois que je me souviens, je me suis même demandé, est-ce que c'est ça, être mort? Est-ce qu'en fait, on est encore là, on entend tout ce qui se passe, mais tout le monde pense qu'on n'est plus conscient. Et je me suis dit, mais si c'est ça, c'est horrible. Bon, après, j'ai récupéré toutes mes fonctions et je me suis dit, ouf, c'est bon. Mais vraiment, la première fois, je me suis posé la question, est-ce que c'est ça, être mort? Parce qu'on ne sait pas, parce qu'en fait, ça se trouve, on dit qu'on est mort, mais nous, à l'intérieur, on sait qu'on est là. Non. Bref, voilà. Alors, c'est pas ça quand on est mort, parce que tu as des gens qui communiquent quand ils passent l'autre côté, mais c'est ça quand il fait une sortie de corps. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois par accident. Il y en a qui jouent à ça, faut pas faire ça. Voyage astral, tu vois, ce genre de choses. Moi, ça m'est Pas du arrivé tout, une fois, mais... j'avais eu 20 ans. En fait, je dormais, je suis sorti de mon corps, j'étais au-dessus de moi et je Ouais. m'entendais ronfler. Et j'avais la conscience au-dessus de moi de mon corps qui dormait. Ça m'est arrivé une fois par accident. Mais c'est ça que ça fait si tu fais une sortie de corps. Bah, alors là, moi, je me sentais pas du tout en dehors de mon corps et ni je me voyais pas d'au-dessus ni rien. C'était vraiment Ah juste, oui, t'étais dedans. moi, je me sentais allongée, c'est-à-dire que je sentais, je savais que j'étais sur un brancard posé sur les tables de la salle des profs. Je sentais vraiment, c'est juste que je pouvais pas bouger, je pouvais pas parler. Tu vois, c'est un peu différent. Ouais, c'est un peu différent parce que tu es dedans et tu as la sensation physique, Mm. alors que quand tu fais une sortie, t'as pas la sensation physique. Est-ce que ton autiste t'a ramené d'autres choses de bien dans ta vie? Parce que là, en fait, il t'a obligé ou il t'amène à discriminer les différentes formes de crise. En fait, Oui. il t'aide à développer ton acuité, il t'aide à anticiper, il t'aide à comprendre les trous dans le gruyère. Des fois, je fais le lien entre le gruyère et les mentales. Le gruyère, t'as pas de trou. Les mentales, t'as du trou. Et les gens pensent qu'on a du gruyère sans trou, mais HPI TSA, c'est les mentales, il y a des trous. Et plus il y a du gruyère, plus il y a de trous. Euh, J'aime bien l'image. Ça euh, s'illustre, ça s'illustre. oui, oui, je ne doute pas que ton cerveau va se mettre en mouvement. Et c'est en ce sens que moi j'ai toujours apprécié ce que tu as fait parce que mon cerveau fonctionne comme ça. Donc dans ma tête, il fonctionne de la même manière que tu fais tes dessins. Je sais pas dessiner, mais mon cerveau ne produit que des images et des métaphores que j'utilise souvent dans mon langage. Mais un HPI qui sait pas qu'il est autiste, il se prend pour du gruyère alors que c'est des mentales. Mm. Il vaut mieux savoir que c'est des mentales, alors on va faire en sorte de faire croire aux autres que c'est du gruyère, mais en fait c'est des mentales et il y a plus de trous. Et plus t'as de fromage, plus t'as de trous. C'est chiant, hein. Mais vaut mieux le savoir en fait. Ouais, je revenais sur la question, est-ce que ton TSA, il te révèle d'autres choses à toi utiles pour toi? Là, comme ça, je saurais pas dire, à part le besoin de ralentir. Je pense que j'en avais déjà vraiment conscience que j'ai besoin de ralentir. Et depuis que je le sais, là, je sais que c'est non négociable, en fait. Tu vois, jusque-là, je me disais, euh, c'est un effort. Il faut que je fasse un effort, tu vois. Non, j'ai pas besoin de ralentir, je peux continuer. Et là, non, je me dis, non, en fait, c'est un vrai besoin. Et, euh, et j'ai besoin de repos, de silence. Voilà, ça me permet de me dire que ce que j'identifiais comme des besoins sont réellement des besoins et pas des caprices. Et que c'est pas négociable, en fait, c'est tout. Oui, c'est devenu structurel en fait. C'est pas une envie, c'est un besoin, ce qui est pas du tout la même chose. Ouais. Le besoin est une nécessité absolue et structurelle. Quand tu dis ralentir, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ne plus être dans la performance, la recherche de productivité, l'agitation hyper active
qui me caractérise quand même pas mal. C'est que je vais pas lutter contre, mais j'ai vraiment besoin de faire des pauses et des vraies pauses. Et je vois qu'en faisant des pauses, rien que pour ma santé mentale, ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est quoi une vraie pause? Alors, une vraie pause pour moi, ce qui me convient, c'est dans le noir et dans le silence complet. C'est ça. Et pendant en moyenne combien de temps? Une vingtaine de minutes? Ah oui, tu vois, parce que enfin, mon travail, c'est de travailler sur les structures de langage. Une vraie pause, ça, non, je vais me barrer dans trop d'endroits. Euh, Alors, dans mon cas, c'est une vingtaine de minutes. C'est-à-dire que je fractionne, alors, et on repart sur le pacing dont on parlait tout à l'heure. Je fractionne une activité, une vraie pause de 20 minutes dans le noir, dans le silence. Ensuite, une activité, ensuite une pause. et Et l'activité toute ma apprend journée. combien de temps? Tu le Alors, sais ou pas? ça dépend de ma forme. Et c'est ça qui est difficile en ce moment, c'est d'arriver à identifier mon état et donc combien de temps je peux espérer faire l'activité. C'est-à-dire que là, après notre discussion, ça sera pas 20 minutes dans le noir, ce sera 1 à 2 heures. Ouais. Tu me diras quand tu voudras qu'on Oui, commence à... Euh, là, je pense d'ici une dizaine de minutes, ça commence à être difficile. max 10 minutes, ça te va? Ah, ça a bégayé, pardon. Maximum 10 minutes, ça te va? Ouais. Euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu as utilisé toutes tes ressources qui sont aussi des emmerdements, mais ces emmerdements sont aussi des ressources. Qu'est-ce que tu as amélioré dans ton système aujourd'hui par rapport à d'où tu pars en fonction des différents spectres, y compris des maladies? Qu'est-ce que tu vois que tu as amélioré dans ta vie quotidienne? Les ajustements dans ma vie quotidienne. Euh, mais en fait, c'est tout simple. Oui, c'est tout simple. C'est vraiment des accessoires qui me permettent d'améliorer ma qualité de vie. Au niveau de la maladie, ça va être ne plus lutter contre les aides à la mobilité, donc prendre ma canne ou mon déambulateur ou mon fauteuil quand j'en ai besoin pour me permettre de faire quelque chose qui me fait plaisir. Alors qu'avant, j'aurais eu plus honte ou j'aurais pas osé ou voilà, je l'aurais pas fait ou je me serais dit non, allez, il faut que je me force, il faut que je fasse plus d'efforts pour dire à mon corps qu'il en a pas besoin et qu'il peut marcher sans. Aujourd'hui, je lutte plus contre et donc j'utilise ça et ça me permet en fait d'en avoir quand même moins besoin parce que déjà ça me permet de sortir de l'isolement, voilà, de refaire plein de choses et de plus être dans la lutte permanente. Ça diminue mes symptômes. Et au niveau du TSA qui fonctionne aussi pour l'EM, la fatigue chronique, ça va être d'avoir un casque anti-bruit, des bouchons d'oreille. Alors moi j'ai les ear loops qui ont euh, tu vois, qui laissent passer différentes fréquences. Donc il y en a un que j'utilise typiquement quand je suis dans la rue ou quand je suis avec mon fils, c'est-à-dire que je l'entends quand même parler, et je peux quand même communiquer avec lui, mais j'ai plus le bruit ambiant derrière qui vraiment m'empêche, enfin prend toute la place. J'ai des nouvelles lunettes de soleil polarisées et puis plus couvrantes qui me permettent de pas être dérangée et j'ose les mettre. C'est-à-dire que enfin, c'est vraiment de l'autorisation en fait. Ça m'a apporté de la confiance et de l'autorisation euh, d'utiliser en public ce qui m'aide au quotidien. Alors qu'avant, je me disais non, je vais paraître snob si je rentre avec mes lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil. Mais en fait, si la luminosité est trop forte pour moi, j'en ai besoin. Et maintenant, je me dis, eh ben, je les mets. Et voilà, c'est vraiment des petites choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les petits fidget toys, là. Moi, j'ai un, un petit dinosaure en caoutchouc avec des trous. Et donc, quand je sors dehors ou que je suis dans des moments un peu stressés, bah, je les ai et puis je passe mes doigts dans les trous et ça me permet de pas me poser la question de qu'est-ce que je fais de mes mains. Ça, c'est des choses qu'on trouve sur Autisme Diffusion, par exemple, pour les gens qui cherchent des objets. Earloops, tu le trouves sur... Sur Internet. oui, mais avec quel mot-clé? Earloops.
C'est vraiment, D'accord. on pourra mettre, hein, mais EAR plus loin, L2OPS. Et c'est, à mon avis, ça doit être les leaders de ce type de bouchon. Donc, tu as plein d'outils que tu rajoutes et en fait, tu accompagnes ton corps plutôt que de le sevrer, vu qu'après, il va te présenter la facture. Donc, tu auras droit à la Exactement. deuxième couche. Ça t'évite d'avoir la deuxième couche. Oui. Euh, comment il te répond, lui, quand tu lui envoies des messages qui fait que tu prends en compte ces bizarreries, que tu le combats plus, Hmm. et dans ta direction? Eh bien, j'ai beaucoup moins de shutdown et de crise fonctionnelle dissociative. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'avais ni le diagnostic d'autisme, ni TDAH. Mais pour l'instant, TDAH, j'ai pas trop exploré parce que il y avait d'autres choses plus importantes et ça me parlait un peu moins. Ni le diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels, ni le diagnostic d'encéphalomyélite myalgique. Donc l'année dernière, à cette période-là, j'étais vraiment, c'était le pic de mes symptômes et j'en étais à 10 crises par jour. Entre 5 et 10 crises par jour, c'était invivable. Je tombais au parc avec mon petit garçon et il avait même pas 2 ans et j'étais obligée de lui dire si je réponds pas, tu restes à côté de moi, tu pars avec personne. Donc après, je sortais plus l'après-midi au parc avec lui. On restait à la maison de peur qu'il m'arrive quelque chose. Enfin, c'était ouais. Après, c'est un cercle vicieux en plus parce que forcément, c'est angoissant. Et je sais plus du tout pourquoi je te racontais ça. Pourquoi je te racontais ça? Euh, Qu'est-ce que Ah oui, et donc maintenant, aujourd'hui, avec toutes ces informations-là, puis tous les ajustements, des crises, j'en ai 2 par semaine. assez énorme. Donc la différence par rapport à il y a un an est énorme. Si on poursuit là-dessus, parce qu'on va commencer l'atterrissage, pour quelqu'un qui part avec un panier de la ménagère, même un peu différent en termes de composition, quelles seraient tes méta-préconisations à la fois de la multi-exceptionnalité, HPI, TSA 10 et d'autres types de maladies, sur la question de l'errance médicale, sur le fait de rien abandonner, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, à aujourd'hui, en tout cas, quelles seraient tes préconisations pour quelqu'un qui démarre ou qui est en cours d'aventure, par analogie à celle que tu as faite et que Euh, alors la thérapie, l'accompagnement, vraiment, moi c'est grâce à la psychologue que j'ai pu mettre tout ça en place et qui m'a vraiment accompagnée pour la reprise parce que j'avais abandonné l'idée d'aller voir des médecins pour comprendre ce que j'avais parce que à force de m'entendre dire c'est dans votre tête ou bah, vous avez rien, vous prenez la place d'un patient qui est vraiment malade. Voilà, je voulais plus voir personne et quand j'ai vu l'impact que ça avait sur ma famille, sur mon fils en particulier, je me suis dit non, il faut que je trouve des réponses et son accompagnement à elle, qui me suivait déjà depuis quelques mois, a été vraiment très soutenant pour m'encourager et me dire mais tu es légitime, tes symptômes sont handicapants dans ta vie et c'est tout à fait légitime d'aller chercher des réponses et si ce médecin est pas ouvert, et ben c'est tant pis, c'est pas contre toi. Enfin vraiment l'accompagnement sur la légitimité et la réalité de l'impact sur le quotidien et des symptômes, l'acceptation du handicap. Vraiment, elle a été d'un très très grand soutien pour tout. En plus, elle est spécialisée dans les TSA, dans l'atypie au féminin, et alors que je n'avais pas mon diagnostic de TSA quand je l'ai consulté, et donc elle l'a vu et ça a été assez rigolo. Et, euh, et donc voilà, vraiment sur tous ces aspects-là, que ce soit de la neurodiversité, que ce soit des maladies chroniques, si on a vécu beaucoup d'errance médicale ou qu'on a du mal à se sentir légitime de creuser le sujet, vraiment trouver un soignant et ne pas hésiter à changer si ça va pas, qui va nous accompagner tout du long de ce parcours parce que c'est vraiment un parcours qui est long, qui est difficile. J'ai un accompagnement avec elle toutes les semaines et ça m'aide vraiment parce qu'on peut se retrouver vraiment à terre tellement il y a de choses qui nous tombent dessus, même si c'est des nouvelles positives. Le fait d'avoir plein de diagnostics qui me sont tombés dessus, ça n'a pas été facile à accueillir et heureusement qu'elle était là. Et ce qu'elle m'a encouragée à faire ensuite, c'est vraiment de noter les difficultés au quotidien, de noter
les besoins, en fait, noter chaque difficulté, ensuite essayer de voir de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce qui pourrait m'aider, et, euh, et de prendre voilà, les choses vraiment situation par situation, en fait. Et reprendre confiance en se construisant une équipe médicale bienveillante. Ça, c'est vraiment la première chose qu'elle m'a dite, c'est il faut que tu t'entoures de soignants, soignantes avec lesquels tu te sens en confiance parce que sinon, tu n'arriveras pas à avancer. Et ça se confronte à la réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'habiter en ville, dans une grande ville où il y a quand même beaucoup de médecins et beaucoup de structures. Et pourtant, c'est difficile de trouver ne serait-ce qu'un médecin traitant qui prend encore des nouveaux patients. Alors quand on habite, j'ai une amie qui habite en Alsace, où il y a très très peu de médecins, c'est vraiment le désert médical et en fait elle ne peut pas changer de médecin parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, ça se confronte à la réalité, mais si on a la possibilité, vraiment pas hésiter à changer et s'entourer de médecins qui, même s'ils savent pas, sachent dire qu'ils savent pas et culpabilisent pas le patient. Et ça, on peut en faire une règle un peu générale dès qu'on a des choses un peu compliquées. Et bah, ce que tu rappelles, c'est que les psys ils sont utiles, mais utiles quand ils se comportent comme ça, parce que tous se comportent pas comme ça. Ta relation avec cette psychologue, neuropsy, c'est en présentiel ou en distanciel? C'est en distanciel. Alors elle est pas neuropsy, elle est psychologue. Donc elle fait vraiment de l'accompagnement. C'est pour ça elle m'a pas, c'est pas elle qui m'a fait le bilan neuropsy. Et, euh, et quand en fait, elle me donnait plein d'indications. Elle m'avait conseillé de relire La différence invisible, de lui dire si je me retrouvais dedans ou pas. Et c'est drôle parce que moi, je me suis vraiment jamais dit, elle est en train d'essayer de me mettre sur la piste du TSA pour moi. Je l'ai absolument pas perçu. Et, euh, et donc c'est en distanciel parce elle est basée à Metz. Mais voilà, c'est avec elle que ça passe et j'en ai eu pas mal des psys avant, mais le fait aussi, alors c'est une psychologue qui a à peu près mon âge, qui a un petit garçon du même âge, qui a une maladie neurologique. Donc il y a Ah pas oui. mal de choses qui font que je me sentais aussi en confiance et je me disais, elle au moins, elle va comprendre. Et effectivement, il y a plein de choses, j'ai pas besoin de lui expliquer, elle comprend. Et rien que ça soulage. Je me sens comprise alors que face au corps médical qui me suivait jusque-là, je suis en train de modeler ma nouvelle équipe comme un PDG, tu vois. En fait, j'ai switché de... j'essaye voilà, de changer de statut et au lieu de me considérer comme une patiente qui est désespérément à la recherche de réponses et de soignants qui vont bien vouloir s'occuper d'elle, j'essaie de me mettre en mode PDG, je choisis mon équipe médicale. Est-ce que je peux te poser encore une question? Oui. Comment tu fais pour faire ça? Parce que moi, je fais exactement la même chose, mais c'est comment tu fais pour choisir ton équipe médicale, pour en recruter certains, pour en revirer d'autres, hein, comme un PDG, pour faire tes choix. Et est-ce que ils savent que tu as une équipe entre eux ou tu cloisonnes entre eux? Il y a plusieurs questions, Non. mais comment tu fais pour recruter, pour assembler, pour faire tes choix, pour trier? Alors, typiquement, ouais, c'est est-ce que je sors du rendez-vous en pleurs ou pas? Et typiquement, mon ancien médecin traitant m'avait dit, vous voyez, les troubles neurologiques, bah, c'était bien ça. Il n'y a pas besoin de programmer d'autres rendez-vous parce que ça relève pas de la médecine en fait. Et point. Et débrouillez-vous. Et donc là, mais je suis sortie en pleurs. J'en faisais des cauchemars la nuit. Ça m'a réactivé plein d'autres trucs. Et donc, je me suis dit, et puis j'en ai parlé à la psychologue qui heureusement me suivait à ce moment-là. Et donc là, moi, j'ose pas confronter. Donc, j'ai jamais dit, je lui ai jamais dit, je veux plus vous voir, je vais changer de médecin. Mais je suis retournée vers un médecin euh, que j'avais consulté 5 ans auparavant, qui n'était pas mon médecin traitant, mais en plein mois d'août, j'avais une opération très difficile et aucune prise en charge, aucun suivi derrière parce que le chirurgien était parti en vacances avant que je sorte de l'hôpital. Donc en fait, il avait oublié de me faire les ordonnances et de me dire la marche à suivre. Donc j'ai consulté le premier médecin qui était dispo sur Doctolib et c'était lui. Et lui m'avait demandé, à la fin du rendez-vous, il m'avait demandé, et psychologiquement, comment ça va? Et là, je me suis dit, mais personne ne m'a jamais posé cette question. Euh, donc, euh, donc je me dis,
celui-là, je retiens que il a l'air quand même pas mal. Et donc là, je me suis dit, bah, il faut que je change de médecin. Je vais retourner voir celui-ci. Et effectivement, il est beaucoup plus à l'écoute. Alors, il en connaît pas plus sur les troubles neurologiques fonctionnels, mais il a l'air quand même. En fait, il remet pas du tout en question ce que je vis. C'est lui qui m'a dit, il faut absolument, là, vous pouvez pas continuer comme ça. Il faut faire un dossier MDPH, alors que personne avant me l'avait conseillé. Alors que en ce moment, je peux travailler 1 à 2 heures par semaine, c'est tout. Et donc je ne vis avec rien. Et personne m'avait même proposé d'arrêt maladie, rien du tout en fait jusque-là. Euh, non. Donc vraiment, c'est pour te dire à quel point je me suis sentais abandonnée par le corps médical et vraiment minimisée dans ce que je vivais. Et donc là, ce médecin-là, je lui ai pas dit encore que parce que c'est tout récent la prise de conscience de j'ai vraiment besoin de me sentir à l'écoute et qu'on remette pas en question ce que je vis. J'en ai vraiment pris conscience il y a 10 jours quand en psychoéducation dans le service des troubles neurologiques fonctionnels, j'ai réalisé qu'en fait le fait de pas être prise au sérieux, ça entretenait mes symptômes de cette pathologie. Et donc là, je vais aller le voir, j'ai pris rendez-vous avec lui après les vacances, je vais aller le voir et je vais lui dire j'ai pris conscience de ça, que ça réactive, en fait que ça entretenait mes symptômes. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui me prend au sérieux, qui me croit. J'ai l'impression que c'est votre cas. Est-ce que vous me le confirmez? Et en tout cas, lui faire part de mon besoin de me sentir écoutée. Et quitte à lui dire, en fait, je m'en fiche ce que vous pensez, juste me, faites-moi croire que vous me croyez, quoi. Mais je pense, je sais pas si je vais en parler, parce que pour l'instant, ils sont pas très nombreux dans cette équipe, mais je suis en train d'essayer de la construire. C'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de soignants qui prennent des nouveaux patients. Mais je pense que le psychiatre que je vais voir au mois de septembre, pareil, je vais lui dire la même chose. Après, je te dis ça là comme ça, quand je serai face au médecin, je sais pas si j'aurai cette même assurance. Éventuellement, ce que tu peux faire, c'est une idée qui me vient parce que je l'avais conseillé à d'autres personnes, c'est que tu l'écris, Oui, la c'est ce que je vais personne, tu faire. lui dis, j'ai écrit quelque chose pour vous, donc si vous voulez bien, je vous le lis, après on discute. Oui, c'est ce que je vais faire. Et je vais faire Et ça aussi parce que du coup, mon fils est toujours suivi par le médecin qui a été vraiment maltraitant et abandonnant. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, même s'il existe. Et sauf qu'il se trouve que c'est le médecin traitant de mon fils. Et c'est très dur, encore plus dur de trouver un médecin pour les petits qui accepte les tout petits. Donc je vais être amenée à le revoir. Et je me suis dit comment je me comporte. Enfin, je vais être obligée d'écrire parce que je vais perdre tous mes moyens sinon. ouais, quelle aventure. Voilà. Mais en fait, je te cueille au bon moment, si je puis Oui. dire. Je t'avais sollicité vers Noël, mais c'était pas le bon moment, et Non. t'étais pas dans ta meilleure forme. Tu comprends Mais pourquoi maintenant. ouais, ben, J'avais pas ces infos et j'étais vraiment c'était vraiment le moment le plus dur. ouais, j'ai une autre personne qui doit venir sur ma chaîne comme ça, qui a plusieurs maladies et on a débranché à 3 jours de l'interview, découvrir une nouvelle maladie. Et elle m'a appelé, mais je lui ai dit, mais bien sûr on ne fait pas, évidemment. Soit on le fait bien, soit on ne le fait pas. On Ouais. fait pas les comme ça. Et puis ça, on a fait la même chose ensemble. On va prendre quelques minutes pour parler du dernier livre que je connais pas de Chloé. Donc on avait dit au démarrage qu'on en parlerait à la fin, donc on en parle à la fin. Chloé, je te laisse la main, tu le montres et puis Oui, on le mettra en image, ton dernier livre. exactement. Alors le dernier livre, c'est un peu particulier, c'est un album jeunesse. Je sais pas si là vous le voyez, on mettra l'image. C'est Juste, tu peux le remontrer, mais sans bouger et sans en nous bouger. donnant le Alors voilà, il du. s'appelle Dis papa ou Par ma tristesse quand je suis content. Oh, c'est joli. Et c'est C'est beau. un album autour des émotions. Alors c'est un album qui est toujours tendre et poétique, mais qui est différent des autres, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'explication, dans la vulgarisation, c'est vraiment un questionnement d'un petit garçon avec son papa.
et qui s'interroge sur les... Est-ce qu'une émotion en chasse une autre? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on a une émotion et qu'il y en a une autre qui apparaît? Et donc le papa va l'emmener en exploration à l'intérieur du cœur, voir ce qui se passe, avec plein de petits personnages qui apparaissent. Je vais essayer de vous montrer. Et donc l'idée, hop là, c'est de comprendre, voilà, le cœur. Je vous spoil un peu la fin, hein. Je sais pas si on voit Ouais. très bien. Non, non, pardon, faut pas que tu bouges. Tu Ah bouges pardon, trop. comme ça? Là, ouais, remonte, stop, bouge plus. Comme ça, la caméra fait focus. Ouais, c'est très bien. Ça va là? Ouais, c'est bon. Donc l'idée là, c'est vraiment en fait, d'autoriser les enfants et leurs parents, parce que les adultes ont fort besoin d'entendre ce message aussi, de s'autoriser à vivre plusieurs émotions en même temps et à comprendre que c'est pas parce qu'on vit quelque chose de triste qu'on n'a pas le droit d'être joyeux en même temps. Et en fait, ça s'applique au, au deuil, ça s'applique à la maladie. Je l'utilise beaucoup avec mon petit garçon par exemple, parce que c'est pas parce que il y a une situation un peu difficile où il y a de la douleur, où on ressent de l'agacement, et ben c'est pas parce qu'on est agacé qu'on n'aime pas. En fait, toutes les émotions cohabitent, chacune mène la danse à un moment. Mais voilà, tout peut vraiment cohabiter, et donc on a le droit pendant une période plus difficile de rire, d'être joyeux, de rigoler. On a le droit de pleurer alors que tout va bien, alors qu'on est très joyeux. Voilà, vraiment tout cohabite. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à s'autoriser à vivre toutes ces émotions en même temps. Super. Merci beaucoup, Chloé. Et on le mettra en affichage avec Gaëtan. Euh, est-ce, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent ou on va arrêter là? Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Pour l'instant, tout ça bouge dans ma tête et mûrit dans ma tête. Alors, je fais quelques petites bandes dessinées et petits dessins sur Instagram pour raconter un petit peu tout ça et ce que j'apprends et essayer d'expliquer ce que j'apprends. Mais je pense que Rayure et Rature va évoluer à la rentrée et que donc déjà, je vais ajouter tout le volet neurodiversité, pas que au potentiel, sur ce que j'avais déjà commencé à faire, mais par toutes petites touches. Et là, je pense que je vais vraiment plus aller creuser dans le TSA, dans le TDAH, parce qu'en fait, je me rends compte que mes lecteurs, lectrices sont principalement concernés par les doubles ou triples ou quadruples exceptionnalités. Et je vais ajouter aussi, parce que là, je me sens limitée sur Instagram et pour Chloé Invisible, tout ce qui est sur les maladies invisibles, je vais aussi ajouter une partie de rayures et ratures. Je me sens pas d'avoir deux sites internet, mais ajouter une partie maladie chronique. Donc une partie neurodiversité, une partie maladie chronique. En plus, il y a énormément de ponts qui peuvent être faits. Et je vais vraiment essayer de vulgariser là-dessus parce que je trouve ça hallucinant ce qu'on vit. Et voilà. Exactement. Bah, tu vois bien dans les échanges qu'on a eus quand tu peux pas Mm. déconnecter les choses les unes des autres. C'est-à-dire que à la fois ce sont des problèmes qui s'empilent, mais en fait ce sont aussi des ressources qu'il faut utiliser. Donc pour moi il faut pas les cloisonner. Et sans doute, et je reviens sur l'interview de Denis Richer, mais sans doute il y a des causes et donc des solutions qui sont semblables. Je pense sur le stress, sur la neurologie, Mm. sur les carences, sans doute quelque part. Je pense sur les acidoses, tout ce que le corps peut générer sous stress, qui va être amplifié quand on est dans une configuration de neurodiversité. Et on peut pas, c'est la loi des systèmes complexes. On peut pas enlever un élément d'un système. Alors j'en parle dans d'autres conférences plus de coaching. C'est Varela et Maturana qui étaient deux biologistes. Il y en a un qui était prof l'un de l'autre. C'est que un élément de système complexe ou de systémique organique, toucher un élément du système, c'est toucher à l'ensemble du système. Donc à la fois l'originalité, ce qu'on a fait là et ce que tu fais, c'est que de toute façon, dès que tu touches à un point, que ce soit le HPI, le TSA, le TDAH, 10 ou la maladie, en fait, ça impacte l'ensemble. Alors, c'est compliqué pour des cerveaux qui sont pas complexes, c'est qu'il faut prendre tout en même temps.
sans faire de la purée. Mais il faut prendre tout en même temps. Mais il faut pas faire de la purée, il faut pas compacter. Évidemment qu'on peut voir les singularités, évidemment que les fils n'ont pas la même couleur. Enfin, pour moi, tout ça est évident. Mais c'est pas évident pour tout le monde, quand bien même, parce que ça s'apprend pas à l'université au passage. Hein. C'est-à-dire, tu vas apprendre chaque couleur, mais tu Mm. n'apprends pas la polychromie. Et tu n'apprends pas la singularité, la polychromie de ce que va être une personne. Et je pense que selon qu'on est un homme ou une femme, c'est pas la même chose en plus. Oui. Donc, je pense que c'est bien que tu rajoutes ça à rayure et rature parce que ça a tout son sens de Oui. rajouter ces différentes couleurs. Et puis, comme tu ne vas pas t'arrêter, donc de toute façon, tu vas ramener, parce que de toute façon, on est calé comme ça, tu vas ramener plein de choses nouvelles pour les gens et pour les aider. Oui. Il me manque seulement l'énergie pour le faire, mais ça va s'améliorer. Ça, c'est un vrai sujet, l'énergie. Mm. Je pense que c'est un vrai sujet. euh, c'est un vrai sujet. Il y a des vrais enjeux de l'énergie. Moi, j'ai toujours été fatigué toute ma vie. Pendant des années, on me parlait de fibromyalgie, mais voilà, ça continue. On va arrêter là, sinon je Oui. redécolle. On pas plus de temps. Tu t'en vas pas, hein. Je fais la fermeture et puis Ok. après on discute sur comment tu peux nous envoyer des ressources. Ça te va? Oui, ça marche. Ben voilà, on a fait un nouveau voyage absolument exceptionnel. Vous voyez que la douance, ça suffit pas. Pour tous ceux qui ont que de la douance, tant mieux pour eux. Il n'y a pas besoin de rajouter tout le reste de tout le reste à quoi certaines personnes tiennent à en rajouter. Mais ça n'exclut pas effectivement que quand on est HPI, qu'il y a de la polychromie, il y a de la polychromie à l'intérieur de la neurodiversité et on n'est pas obligé de tout avoir. Et sur l'autisme, on n'est pas obligé de tout avoir de l'autisme, mais on peut avoir des traits dans ce spectre-là. Comme on appelle ça, moi j'appelle ça trait autistique, mais vous appelez ça comme vous voulez, machin ou schtroumpf, en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est plutôt de trouver des solutions, ce qu'a fait Chloé. Parce que si on trouve des solutions, ben on va voir comment réagit notre corps. Je pense qu'il y a une règle absolue là-dessus, c'est que le corps veut notre bien. Le corps veut notre bien. Les gens veulent se sauver. Et qu'il y a un vrai enjeu, non pas à pathologiser, mais il y a un vrai enjeu à écouter et surtout à faire confiance aux personnes en face desquelles nous sommes. Alors la route va être longue, hein. Je pense que ça va prendre une plombe. Ce qui se rajoute, on l'a vu sur d'autres interviews, c'est des maladies en plus. Donc il y a eu maladie auto-immune, mais là on a d'autres maladies qui sont pas, qui sont plutôt neuro, qui sont pas auto-immunes. Je pense que c'est important. Beaucoup de gens sont en errance. Beaucoup de gens sont en désespérance à avoir tout ou partie de ça. Je pense que dans les règles de vie, de prendre soin de soi, ça peut valoir pour à peu près tout le monde quand ils traversent des passes difficiles. Merci de nous suivre sur cette chaîne. Comme je l'explique assez souvent, prenez soin des enfants. Alors ça vaut pour plein d'autres raisons, mais ça vaut aussi pour ça. Ce que fait Chloé avec son petit garçon, il faut absolument qu'on gagne du temps, à la fois pour nous dans ce en quoi on est concerné, mais aussi pour les enfants, si on peut leur faire gagner du temps sur les charges qu'on prend, parce que c'est comme ça. Merci de votre soutien, merci de nous suivre. Alors pensez, à chaque fois j'oublie à rajouter, pensez à mettre des commentaires parce que ça soutient la chaîne. Pensez à vous abonner aussi parce que ça soutient la chaîne. Pensez à mettre des pouces, je sais pas où ils sont, parce que je suis un peu déconnecté de ce monde-là. Pour la suite de ce que je fais, bah, j'ai toujours des nouvelles formations en route. Après, si ça vous intéresse, vous allez voir sur HPI Talent. Je fais des formations pour les professionnels, des formations à la fois sur comment on accompagne issus d'écoles de coaching où j'étais co-directeur pédagogique. On avait la principale accréditation, la plus haute accréditation en France en tout cas, et ça s'appelait Média de Coaching et l'école est fermée depuis quelques années. Et puis comment on accompagne les atypiques, et les atypiques, c'est avec toutes ces dimensions-là. Je voudrais faire un rappel, c'est ce qu'on fait, c'est de la prise en compte
C'est pas forcément de la prise en charge. Moi, j'essaie de prendre en compte le maximum de choses et après, pour la prise en charge, eh ben, j'ai tout un réseau de professionnels autour de moi qui, eux, sont habilités à la prise en charge. Donc, faut surtout pas faire de confusion et on pourrait rajouter aussi tous les problèmes psy ou psychopatho ou psychiatriques. Faut surtout pas jouer à ça. Voilà, merci de votre attention et d'être aussi nombreux. Et rendez-vous pour un prochain voyage.